Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Madame Marion Maréchal. Bonsoir. Bonsoir Marion Maréchal, merci de nous avoir rejoints et de nous consacrer un moment en pleine campagne. Alors, première question peut-être justement sur le rythme effréné de cette campagne. Est-ce que pour vous, vous ressentez la joie de retrouver les caméras et cette ambiance politique que vous avez connue comme plus jeune député de France il y a quelques années, ou est-ce que vous dites que c'est un mauvais moment à passer ? Alors, petit retour en arrière, puisque moi j'ai été en effet élue pendant 5 ans lorsque j'étais députée de Vaucluse. J'ai fait le choix de quitter la vie politique en 2017 pour différentes raisons, à la fois personnelles et pour des divergences d'ailleurs idéologiques à l'époque avec le mouvement auquel j'appartenais, le Rassemblement national. J'ai monté cette école, vous l'avez rappelé, je vous en remercie, l'ICEP. Et puis sont arrivées les élections présidentielles et je me suis posé beaucoup de questions. Je vous le dis très franchement parce que ça avait pour moi des incidences personnelles, familiales, ça ne vous surprendra pas, et aussi bien sûr politiques, un retour à la vie publique, de rejoindre Éric Zemmour, mais j'ai vu là l'occasion de défendre les idées auxquelles je croyais depuis longtemps et que je défendais d'ailleurs déjà lorsque j'étais au Rassemblement national sans toujours réussir à les faire valoir. Et je l'ai fait surtout, je vous le dis en toute sincérité, pour mes 2 petites filles. Parce que j'ai une petite fille de 2 ans, j'ai une petite fille de 9 ans. Je vois aujourd'hui la situation de mon pays, je vois l'effondrement à tous les niveaux, je vois l'insécurité, je vois les viols, je vois les agressions sexuelles, je vois la pression communautaire, je vois la montée de l'islam. Et je ne veux pas que mes petites filles, d'ici leurs 20 ans, leurs 30 ans et leurs enfants avec elles, demain soient obligés de porter le voile islamique dans notre pays. Voilà. Et c'est pour ça que je suis revenue en politique. Alors, question rituelle que nous avons posée aux 2 autres candidats. Qu'y a-t-il d'Européens chez vous ? Peut-être votre mari ? Mes ancêtres, déjà. Mon couple, en effet, puisque je suis mariée à un Italien et nous avons comme projet secret la reconstitution de l'Empire latin. Alors on se dispute un petit peu sur la capitale. On se dit est-ce que Nice, Vintimille, voilà, bon ça on discutera, mais plus sérieusement, oui bien sûr. Et puis au-delà de ça, j'ai d'Européens tout mon combat que je mène pour l'Europe. C'est-à-dire que je mène un combat pour la civilisation européenne. C'est le cœur de ma campagne. La civilisation, vous savez, c'est la définition d'Yves Renoir qui dit c'est une façon de vivre, de sentir, de croire, de parler, d'agir. Donc c'est une forme de patrimoine à la fois matériel et immatériel. Et je suis profondément amoureuse de cette civilisation. Parce que j'y vois la plus belle civilisation du monde. Et je suis tellement malheureuse de voir le complexe qu'il y a des Européens, l'amnésie des Européens, l'oubli des Européens d'être fiers de tout cela. La civilisation des libertés, c'est nous. La civilisation du respect et de la grandeur des femmes. Je rappelle que même dans le Parthénon gréco-romain, il y avait 6 divinités sur 14 qui étaient des femmes, nos souveraines, nos théologiennes, évidemment, et puis la grande figure de Marie. Il y a peu de civilisations qui peuvent s'enorgueillir d'avoir donné autant de place aux femmes. La civilisation aussi de la dignité humaine. On a oublié de dire qu'aujourd'hui, considérer l'homme digne par nature, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition sociale, et quel que soit son statut, c'est une singularité européenne. Toutes les civilisations ne pensent pas cela et n'adhèrent pas à cela. Et donc c'est une grandeur, la civilisation qui est toujours en quête de vérité. C'est évidemment l'école de Platon, c'est les universités du Moyen-Âge. Et c'est en cela d'ailleurs que le wokisme est une aberration. C'est une idéologie anti-européenne parce qu'elle contrarie cette recherche de la vérité. Et donc moi je suis une amoureuse de tout ce patrimoine. Je considère que l'Europe a encore des choses à dire au monde, qu'elle a le devoir même de dire des choses au monde face aux grands défis auxquels nous allons être confrontés. Et c'est ce que j'essaye et j'essaierai demain de faire au Parlement européen avec nos alliés. Alors justement, vous venez de déclencher sur ces grands défis une polémique sur X, Brieuc. Défendre la civilisation européenne, vous l'avez dit, c'est défendre la dignité de l'homme et particulièrement la dignité des plus faibles. 4 mots, où est ta maman ?
Où est la maman, pardon. 4 mots écrits par vous, Marion Maréchal, le 23 avril sur X, auront suffi à vous attirer les foudres de plusieurs ministres et à déclencher une intense polémique en réaction à l'annonce d'un cas flagrant de mère porteuse. Pourtant, la gestation pour autrui est illégale et le Parlement européen vient de la qualifier de traite des êtres humains. Le débat est-il clos ? Alors j'ai un terrible défaut dans cette affaire, c'est que je n'ai pas changé d'avis. Il y a 11 ans, de cela, je me suis engagée aux côtés de la Manif pour tous. Et je dois dire que 11 ans après, je me sens bien seule. Parce que tous ceux, ou l'immense majorité en tout cas, en particulier à droite, qui ont défilé au moment de la Manif pour tous, se sont reniés, ont changé d'avis, ont dit avoir honte. Alors moi je vous le dis, 11 ans après, je n'ai pas honte et je n'ai pas changé d'avis et je ne regrette rien, bien au contraire. Parce que tout ce pourquoi nous nous étions battus à l'époque est arrivé. Et tout ce que nous avions prédit, malheureusement, a fini par advenir. Et l'aboutissement, c'est ce sujet de la gestation pour autrui. Et j'ai utilisé cette méthode un peu provocatrice de ces 4 mots pour poser une question simple, puisque en fait, il y a aujourd'hui une forme de banalisation dans l'espace public de cette pratique. J'ai vu depuis 48 heures que la presse People encensait finalement cette information. Et donc j'ai souhaité m'opposer à cette banalisation, parce que la banalisation, c'est l'ultime étape avant, évidemment, la légalisation. Et je regrette qu'un certain nombre de mes concurrents, notamment à droite, qui étaient présents ce soir, m'aient fait le procès d'attaques personnelles contre ce couple, parce qu'au-delà de ce couple, évidemment, le sujet est éminemment grave et on ne doit pas s'habituer, on ne doit pas accepter. Je l'ai dit hier sur CNews, cette pratique est une honte. C'est une honte, voilà. Une honte pour l'Europe, une honte pour l'humanité. Et je le dis avec d'autant plus de vigueur que je suis une femme. Donc je me sens personnellement humiliée par l'existence de cette pratique. Parce que accepter cette pratique, même faite de manière indirecte à l'étranger, c'est donc dire à la femme que je suis qu'elle est un objet à louer, que son utérus est un objet à louer et que l'enfant qu'elle va concevoir et porter peut être un objet de contrat. Voilà, n'acceptons jamais cela et menons le combat chaque fois qu'il doit être mené face à la banalisation. C'est une question de principe. Je vous le dis, je continuerai à affirmer qu'il n'y a pas, dans aucun cas, de GPA éthique. Parce qu'il ne peut pas être éthique de concevoir volontairement un enfant avec l'intention de l'abandonner à la naissance, qu'il s'agisse d'ailleurs du père ou de la mère. Mais est-ce qu'avec ces 4 mots, vous n'avez pas un peu volé la victoire de François-Xavier Bellamy, qui a fait voter cette loi au Parlement européen avec beaucoup d'efforts et un vrai succès? Alors je reconnais volontiers en effet que François-Xavier Bellamy a été à l'origine de cet amendement et je le crois tout à fait sincère sur ce combat, mais il faut dire malgré tout les choses en face. C'est que malheureusement, et croyez bien que je le regrette, malheureusement, le texte qui a été voté au Parlement européen ne peut empêcher demain la potentielle légalisation de la GPA dans d'autres pays européens, et en particulier la France, puisque si la gauche a accepté ce compromis, c'est parce que la GPA, telle qu'elle est interdite dans le texte, ne s'applique aux GPA issus de traites humaines et donc d'exploitation avérée, c'est-à-dire forcée. Donc une fois de plus, je le regrette, et je regrette aussi que derrière la sincérité de François-Xavier Bellamy sur ce sujet, il y ait dans son groupe des élus LR qui aient notamment voté le fameux certificat de filiation qui a été présenté au Parlement européen il y a quelques mois de cela et qui a pour objectif de faire en sorte de forcer tous les pays européens à reconnaître une GPA lorsque celle-ci a été réalisée dans un des pays européens dans lequel c'est légal, qui est évidemment une manière de petit à petit faire avancer le processus vers une légalisation de la GPA dans l'ensemble des pays européens. Donc je suis au regret de vous dire que non, malheureusement, le combat n'est pas fini, loin de là, et qu'il faut donc, chaque fois que nécessaire, s'exprimer sans complexe sur le sujet, et j'ose espérer au moins que cette intervention et ces 4 mots auront permis de relancer le débat.
Au-delà de la GPA, on sent qu'il y a une vraie confusion sur la question de la filiation, sur la question des naissances des enfants, c'est-à-dire de notre avenir. Vous indiquez souvent le fait que le déficit démographique est la principale cause de l'immigration en Europe. Nous parlerons de ce sujet de l'immigration juste après, mais ce déficit démographique est-il irrémédiable? Comment l'Union européenne, comment les institutions européennes peuvent aider à relancer la démographie et à protéger les familles? Oui, c'est un sujet central et il n'y aura pas, et ventral du coup, mais il n'y aura pas évidemment de solution de long terme et de survie de la civilisation européenne s'il n'y a pas aussi, bien sûr, une réponse à travers la politique nataliste et familiale, en plus de la protection de nos frontières. C'est une absolue évidence. Il y a un chiffre qui devrait tous nous interpeller. L'année dernière, il y a plus de migrants qui sont rentrés légalement et illégalement sur le sol européen que d'enfants qui sont nés sur le sol européen. Et donc évidemment, le processus de grand remplacement que nous dénonçons et qui est indéniablement à l'œuvre, les chiffres parlent d'eux-mêmes, y compris les chiffres officiels, est accéléré, est aggravé encore par le déficit démographique. Alors là, bien sûr, sur ce sujet, il y a une réponse nationale qui devrait être une politique nataliste et familiale qui a été abandonnée depuis François Hollande et malheureusement qui n'a pas été réinvestie par Emmanuel Macron, loin de là. Mais je crois même que sur ce sujet, puisque c'est un sujet de civilisation qui concerne l'ensemble du continent, l'Union européenne devrait être dans l'impulsion, dans l'encouragement et dans l'accompagnement d'objectifs démographiques au niveau européen pour inciter justement à ces politiques familiales et à ces politiques natalistes, puisqu'une fois de plus, c'est un enjeu continental. Alors on est en plein dedans, on tourne la page et on passe à l'immigration à proprement parler. Le pacte asile et immigration a été voté, la répartition des migrants en Europe, est-ce qu'elle est, à votre avis, une voie sans retour ou non? Et puis, croyez-vous au renforcement promis des frontières européennes, puisque ça va avec le pacte? Alors évidemment, ce pacte est tout à fait insuffisant, c'est indéniable, mais je dois dire que je note un certain désaccord, en effet, avec Jordan Bardella qui m'a précédé. Il l'a rappelé d'ailleurs à juste titre, que le groupe auquel nous appartenons et notre eurodéputé avaient voté une partie du texte, une minorité du texte qui allait dans le bon sens. Et je note qu'il n'est pas lui seulement en désaccord avec nous, mais il est en désaccord avec son propre parti. Parce qu'il se trouve que cette partie du texte a été votée par les députés RN en commission et qu'ils ont changé d'avis quelques semaines après sur un texte qui a été rédigé exactement de la même manière. Donc je ne m'explique pas ce changement de pied, sauf à vouloir, parce que j'ai vu cette explication et je tiens à la clarifier avec vous ce soir, expliquer sur les plateaux de télévision que si Reconquête et le groupe ECR avaient voté cette partie du pacte, c'était pour plaire à Ursula von der Leyen. Alors, permettez-moi de prendre le temps de casser définitivement cette fake news insupportable. Je rappelle qu'aujourd'hui, la candidate Ursula von der Leyen est la candidate du PPE, c'est-à-dire du groupe de M. François-Xavier Bellamy. Ça n'est pas aujourd'hui la candidate du groupe ECR. Le groupe n'a pas voté d'ailleurs pour Ursula von der Leyen la fois dernière et ne l'a pas soutenue dans sa politique, puisqu'aujourd'hui la coalition qui gouverne au Parlement européen, c'est important de le rappeler, c'est une coalition qui allie le groupe PPE DLR, les socialistes et les macronistes. C'est eux qui gouvernent ensemble depuis des décennies et c'est tout l'objet d'ailleurs de notre candidature, c'est de changer cette majorité au Parlement européen, basculer la majorité à droite, et ça, seul le groupe auquel nous appartenons peut le faire et battre Emmanuel Macron au Parlement européen, en vue précisément de mener une nouvelle politique d'immigration qui ne sera pas simplement, bien sûr, ces quelques mesures de filtrage et encore moins la répartition, qui est un scandale, mais la défense, par exemple, du blocus naval en Méditerranée que voulait Giorgia Meloni et qui a été bloqué par le gouvernement allemand et le gouvernement français. C'est le financement de hotspots à l'extérieur de frontières. C'est le soutien aux accords avec les pays de départ, là aussi obtenus d'ailleurs par Giorgia Meloni, comme on le voit aujourd'hui en Tunisie, qui ont permis une baisse de 70% des débarquements, ou encore avec l'Égypte qui est en cours. C'est une réforme bien sûr de Schengen qui devrait être réservée aux Européens. Et c'est aussi, et pas enfin, mais aussi une réforme du droit d'asile, qui est aujourd'hui déterminé par le droit européen, qui, je le rappelle, aujourd'hui est une espèce de droit
tellement large qu'il permet d'accueillir des groupes de personnes, là où à l'origine, dans son esprit, c'était un droit individuel. Et un droit individuel, c'est le cas d'ailleurs dans la Constitution française, d'abord réservé aux combattants de la liberté, c'est-à-dire d'abord à des réfugiés politiques. Il me semble, vu le dévoiement total de ce droit, qu'aujourd'hui nous devrions revenir à cette lecture ultra restrictive et cette lecture originelle. Alors, justement, sur le droit et les mesures à prendre, vous prenez des mesures assez efficaces, détention préventive de tous les fichiers S islamistes, déchéance de nationalité, expulsion pour les étrangers condamnés. Mais la question que l'on se pose, d'ailleurs au vu des dernières décisions de ces instances, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que ça passerait le cap du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel ou de l'Europe qui elle aussi peut coiffer ou annuler ce type de décision? En gros, la volonté politique suffit-elle sur ces sujets? Alors déjà, avant de vous répondre sur le fond, permettez-moi de vous expliquer pourquoi en particulier cette politique de remigration. Parce que moi, j'assume le terme de vouloir remigrer, en effet, des personnes qui n'ont rien à faire sur le sol français, qu'il s'agisse en effet d'islamistes, de délinquants, de chômeurs de longue durée, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc je crois que c'est important de l'assumer, et c'est important de l'assumer pourquoi? Parce que là aussi, c'est une différence, je pense, que j'ai avec mes concurrents. La menace aujourd'hui qui pèse sur la France est évidemment la question de l'immigration et du grand remplacement et des conséquences sur la sécurité, il faut quand même le rappeler. C'est évidemment la menace djihadiste et terroriste, mais le sujet n'est pas seulement l'islamisme. J'insiste là-dessus. Le sujet est aussi l'islam. Parce que au-delà de la question terroriste, au-delà de la question djihadiste, je le dis très ouvertement, si demain l'islam est majoritaire en France, la France ne sera plus la France. La France portera le même nom, mais elle n'aura plus le même visage. Parce que partout où l'islam est majoritaire, la charia s'applique. Et que l'islam est une civilisation à part entière, avec ses codes, ses mœurs, ses lois, ses mythes fondateurs. Et je le dis, l'islam, en son sein, porte un certain nombre de préceptes qui ne sont pas compatibles avec la démocratie et avec la France. Voilà. Qui ne sont pas compatibles avec la démocratie et avec la France. Alors, lorsque je dis cela, on me rétorque, mais cela signifie-t-il que des personnes de confession musulmane ne peuvent pas être intégrées, assimilées? Si, bien sûr que ça peut arriver, mais la condition à cela, indéniablement, c'est que ces personnes, dans leur pratique, renoncent précisément à appliquer à la lettre un certain nombre de ces préceptes islamiques. Et donc c'est pour ça que c'est important de vouloir répondre à ces questions de l'immigration, pas seulement une fois de plus sur la question sécuritaire et économique, mais sur la question culturelle et spirituelle, parce que si demain, et nous en voyons déjà les prémices, l'islam est majoritaire, nous allons voir des phénomènes aujourd'hui, je dirais pas marginaux, mais en tout cas relativement réduits, devenir la norme. On m'a beaucoup reproché dans cette campagne, et encore aujourd'hui, je subis les sarcasmes d'un certain nombre de journalistes ou d'opposants en disant « oui, mais vous comprenez, à Reconquête, ils sont obsédés par le sujet de l'islam ». Et depuis que nous nous sommes positionnés sur ce thème, pardonnez-moi de vous dire que tout nous a donné raison dans l'actualité. Ça veut dire que nous avons dénoncé, il y a un mois de cela, l'imposition de la charia alimentaire et vestimentaire au moment du Ramadan. Eh bien, un mois plus tard, François-Xavier Bellamy parle de charia, Jordan Bardella parle de charia et Gabriel Attal parle de charia. Au moins, admettez que Reconquête aura servi à cela en imposant des mots dans le débat politique. Et surtout, juste, j'en finis par là, depuis maintenant 3 semaines, nous vivons dans un pays où des jeunes filles sont lynchées et tabassées pour ne pas avoir porté le voile, ne pas avoir respecté le Ramadan. En France, au XXIe siècle, on peut mourir dans la rue pour avoir bu une bière en période de Ramadan. Voilà. Donc ça, c'est l'installation de ce qu'on appelle la police des mœurs islamiques, qui est courante et commune
dans la plupart des pays musulmans. Donc je vous le dis, traitez-moi d'obsessionnel si vous voulez, je continuerai d'affirmer, et j'espère en convaincre les Français, que c'est un sujet fondamental, prioritaire que de celui de lutter contre l'islamisation de notre pays. Simplement, rapidement sur le même sujet, et puis on passe au sujet suivant, mais l'islam en France progresse, notamment chez les jeunes, qui sont, comme vous le savez, de plus en plus radicaux. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, vous êtes élu demain. Quelle décision prenez-vous vis-à-vis de ces populations qui sont pour la plupart françaises? Il va au-delà de progresser, je vais vous dire, puisque en effet, aujourd'hui, il y a une majorité de jeunes musulmans qui considèrent que la charia est au-dessus des lois de la République. Il y a même un tiers des lycéens musulmans qui ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Donc on a aujourd'hui un tiers des lycéens musulmans qui ne condamnent pas totalement le meurtre de sang-froid d'un professeur qui s'est dressé entre un djihadiste et son école pour protéger ses étudiants. Et après, on voit, et puis je ne vous parle même pas évidemment de la majorité aujourd'hui des musulmans qui considèrent que la laïcité est discriminatoire, qui veulent le voile dans l'école, qui veulent l'abaya dans l'école, qui veulent les repas confessionnels dans l'école. Est-ce qu'on n'est pas là face à un conflit de civilisation? Est-ce que vous croyez qu'au regard de ces résultats de sondage, il n'est pas indéniable qu'il y a un choc de civilisation avec la civilisation islamique sur le sol français? Eh bien, je vous affirme que oui. Et c'est aussi là, pardonnez-moi, une différence avec le Rassemblement national, puisque la direction du Rassemblement national dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de choc de civilisation avec la civilisation islamique sur le sol français. Alors maintenant, pour vous répondre, évidemment, sur la question de l'islam, il y a en premier lieu la question de l'immigration. Dans un second temps, la question de la remigration de toutes les populations qui aujourd'hui n'ont rien à faire sur le sol français doivent repartir. Et enfin, la question de savoir comment nous rendons la vie tellement impossible à ceux qui exercent une pression communautaire ou souhaitent vivre exclusivement à la musulmane sur le sol français, que nous finissons par les convaincre de quitter le sol français parce qu'il sera impossible pour eux de pouvoir imposer leur mode de vie et leur religion. Et donc cela implique d'être d'une intransigeance absolue et totale sur toutes les expressions aujourd'hui communautaires qui s'expriment. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais notamment expliqué au moment du Ramadan, et ça avait fortement déplu, que je considérais aujourd'hui qu'on devait même pouvoir remettre en cause les publicités du Ramadan dans l'espace public, parce que c'est une manière, bien évidemment, aujourd'hui de remplacer la culture française et de mettre cette pratique au même titre, finalement, que Noël ou que Pâques, et cela, je ne m'y résigne pas, et c'est pour ça que je crois qu'il faut être capable de prendre des mesures fortes sur ce sujet. Merci Marion Maréchal. Il me revient de passer à des sujets un peu plus froids, mais qui constitueront après tout votre quotidien quand vous serez élu, c'est celui des institutions européennes. C'est la première fois, bien sûr, que votre parti Reconquête présente des candidats à une élection européenne. C'est l'occasion pour lui et pour vous de présenter votre vision de l'Europe. Votre liste comportera probablement un ancien député LR, un ancien eurodéputé RN, issu de partis qui avaient des positions a priori irréconciliables sur la question de l'Union européenne. Quelle est votre position? Est-elle vraiment singulière par rapport à celle du RN ou de LR? Et pardonnez-moi cette question, êtes-vous une liste de plus ou une liste de trop dans ce débat européen? Alors je crois que les deux personnes que vous citez, en l'occurrence Nicolas Bay et Guillaume Pelletier, n'ont jamais eu des positions antagonistes sur le sujet, puisque même lorsqu'ils étaient dans ces deux partis respectifs, ils faisaient partie des courants qui défendent aujourd'hui la position qui est la nôtre. En l'occurrence pour Guillaume Pelletier au sein des LR, une position plus souverainiste dans un parti qui à l'époque était plutôt fédéraliste. Et en l'occurrence pour Nicolas Bay, non pas la sortie de l'Union européenne et de l'euro, à l'époque où c'était la position du RN fut un temps. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas d'incohérence. Non, je crois que ce n'est pas une liste de trop. J'ai beaucoup entendu ça, là, qu'il y aurait des votes perdus aux élections européennes. Il n'y a pas de vote perdu aux élections européennes, puisqu'il ne s'agit pas, comme aux présidentielles, de chercher à faire en sorte que le candidat le mieux placé puisse être qualifié pour un second tour. Aux élections européennes, il faut faire 5% pour avoir des élus. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous les sondages nous donnent des élus.
Alors après, j'espère que nous ferons encore bien davantage et que nous créerons la surprise. Je suis convaincu que nous y parviendrons pour défendre justement non pas la vision européenne d'Emmanuel Macron, qui est derrière le joli mot de souveraineté européenne, en fait la vision d'un État fédéral, hein, disons-le clairement, c'est-à-dire un endettement européen, des impôts européens, un élargissement vers les Balkans, la Moldavie et l'Ukraine, la volonté de pouvoir exercer un chantage budgétaire sur des pays qui, je cite, ne respecteraient pas l'état de droit, autrement dit des pays gouvernés par des partis conservateurs. Une vision évidemment qui n'est pas du tout la mienne, parce que je considère qu'aujourd'hui, je regarde, on va dire, ces solutions comme ces fameux communistes en URSS qui expliquaient que si l'URSS ne marchait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. Voilà, moi je pense qu'au contraire, aujourd'hui, il est le temps du bilan. L'Union européenne est devenue la colonie numérique et militaire des États-Unis, elle est devenue la colonie économique de la Chine, elle est devenue la colonie de peuplement de l'Afrique et elle est en train de devenir la colonie spirituelle de l'islam. Voilà. Donc je ne crois pas que ce soit en approfondissant ce système que nous allons régler le problème. Donc je considère qu'aujourd'hui, l'Union européenne est trop là où nous n'en avons pas l'utilité. Je veux dire, je n'attends pas l'Union européenne sur le débit des pommeaux de douche, la hauteur des tables de restaurants ou la courbure des légumes, hein, comme elle le fait aujourd'hui, puisque l'Union européenne est une machine en fait à normes et à contraintes. En revanche, j'attends l'Union européenne sur des grands projets de coopération ou des grands projets civilisationnels. Je vous parlais tout à l'heure de la démographie. Je pourrais vous parler également de la protection des mineurs sur typiquement l'accès au numérique ou les dangers de la pornographie. On pourrait parler des outils de coopération sur la lutte contre le trafic de drogue, qui est aujourd'hui un véritable fléau. Mais une fois de plus, il ne s'agit pas d'en raisonner dans le cadre des institutions actuelles, et je souhaiterais même, j'espère que nous y parviendrons un jour, que le fonctionnement de l'Union européenne soit revu. Parce qu'au-delà des politiques menées, nous avons aujourd'hui un fonctionnement antidémocratique de cette instance, et typiquement la Commission européenne, selon moi, devrait être supprimée. La Commission européenne devrait être un simple secrétariat général du Conseil européen, et non plus un organe d'initiative législative. Maintenant, je vous le dis, je comprends vraiment sincèrement la lassitude des Français à espérer ce changement et cette réforme, puisque depuis que l'Union européenne existe, tous les partis ne font que nous vendre la refonte, la refondation, la réforme, le changement. Sauf que la différence avec toutes les autres fois, c'est que les sondages démontrent, une fois de plus, les sondages européens, que pour la première fois, nous pouvons justement changer la majorité au Parlement européen. Depuis toujours, nous sommes gouvernés par ce centre allié à la gauche. Pour la première fois, nous pouvons faire basculer l'Union européenne à droite. Donc ce n'est pas au moment où on a cet espoir extraordinaire de pouvoir changer la majorité, donc changer la présidence de commission, donc changer potentiellement de cap politique, au moment même d'ailleurs aussi où de nombreux gouvernements sont en train de basculer à droite grâce à des coalitions, que nous allons déserter. Maintenant, je vous le dis aussi très franchement, tout ça pour moi n'a de sens que si les intérêts français sont in fine défendus. Si j'avais la certitude que demain les intérêts de la France ne pourraient plus être défendus dans un cadre irréformable, moi j'ai aucun tabou, je mets toutes les options sur la table s'il faut. J'ai même pas de tabou, je vais vous dire, avec le Frexit. Mais pour moi, avant cela, utilisons d'abord l'option qui nous est donnée, battons-nous, soyons au rendez-vous de ces européennes et essayons de construire l'Union européenne à laquelle nous croyons. Vous venez de répondre de manière très claire au président de la République qui prononçait cet après-midi un discours à la Sorbonne sur l'Europe et qui y a dit cette phrase: tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Et vous venez d'y répondre en des termes évidemment beaucoup plus nuancés que lui. Donc merci Marion Maréchal. Une question sur l'agriculture, pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps. Compte tenu de nos coûts de production, est-ce que l'agriculture française peut survivre à la disparition de nos frontières nationales ? Vous ne prenez pas le Brexit, vous venez d'en parler, donc vous ne remettez pas en cause le libre-échange. Comment sauver nos agriculteurs ? Alors déjà, avant de vous répondre en détail sur le libre-échange, sur lequel j'espère ne pas vous surprendre, puisque protection de nos frontières est un combat que je mène depuis longtemps déjà, lorsque j'étais député, pour une concurrence juste et loyale, qui n'est plus le cas depuis longtemps. J'aimerais qu'on comprenne
l'idéologie aujourd'hui qui fait que nos agriculteurs sont à ce point méprisés, voire pris pour cible. Parce que tout ça n'est pas anodin. La réalité, c'est que les agriculteurs aujourd'hui sont le bouc émissaire, évidemment, du fanatisme vert qui domine idéologiquement, pas seulement chez les écologistes, loin de là, mais qui domine aujourd'hui l'intégralité de la majorité d'Ursula von der Leyen, et qui est cette même idéologie qui veut s'en prendre d'ailleurs à l'ensemble de la France rurale et de ses traditions, à la chasse, à la pêche, à tout ce qui touche aux identités locales. Et derrière ce fanatisme vert, toujours paré de bons sentiments, on le voit à travers les maires écolos qui pratiquent en France. Moi je les appelle les maires kiwis, parce qu'en fait, je sais pas, fut un temps Jean-Marie Le Pen parlait des pastèques pour les écolos, donc il disait c'est vert à l'extérieur, vert écolo évidemment, rouge communiste à l'intérieur, et là maintenant c'est vert écolo à l'extérieur, et puis c'est vert islamique à l'intérieur, donc ça a un petit peu évolué. Donc aujourd'hui c'est les écolos kiwis, vous pouvez les applaudir. Mais en fait, derrière cette idéologie, il y a toute cette déclinaison finalement du wokisme et des idéologies de la déconstruction, qu'est l'antispécisme ou le véganisme. C'est-à-dire l'antispécisme, cette idée finalement que l'homme n'a pas davantage de valeur que l'animal. Et même au-delà de ça, que l'homme est le problème, que l'homme est un parasite. Et que donc l'existence même de l'homme et l'impact même de l'homme dans la nature est une aberration qu'il faut corriger. Écoutez, moi je m'inscris profondément en faux avec cette lecture et j'espère que nous arriverons à sortir toute cette jeunesse jetée dans la dépression de l'éco-anxiété parce qu'on leur a expliqué que nous étions condamnés. Et moi je viens d'une civilisation, je vous en ai parlé tout à l'heure, dont l'un des mythes fondateurs est Prométhée. Voilà. Donc c'est le titan qui va voler aux dieux le feu pour le donner aux hommes. Donc je suis issu d'une civilisation qui est celle de l'innovation. Et je pense que l'homme n'est pas le problème face aux défis écologiques, l'homme est la solution. L'innovation européenne, les innovations européennes vont nous sauver. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, il y a dans l'agriculture justement, plutôt que d'organiser la décroissance agricole par des normes, des taxes et du libre-échange qui est en train de tuer notre agriculture, développons des systèmes qui sont aujourd'hui déjà actifs, qui allient le génie de l'IA et des techniques de laser pour se passer de produits phytosanitaires. Nous avons à Limoges un chercheur qui est en train de développer une molécule photosensible qui nous permettra demain probablement de nous passer du glyphosate. Nous avons aujourd'hui des Lyonnais qui sont en train de révolutionner les techniques de stockage de carbone. Mais plutôt que d'avoir une Union européenne qui est en train de tuer l'agriculture, une fois de plus, par la contrainte, par la culpabilité, et dont le résultat est une augmentation des importations, donc des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'aujourd'hui la moitié des émissions de gaz à effet de serre viennent des importations, mais ayons une Union européenne et une France qui soutiennent ces innovations et qui les accompagnent, parce qu'une fois de plus, la réponse écologique, elle est là, elle n'est pas dans la détestation de l'homme et dans le refus de faire des enfants au prétexte du bilan carbone. En tout cas, ça n'est pas ma vision et c'est pas celle que je défendrai au Parlement européen. Une dernière question, Marion Maréchal. Je vous prends au mot, vous parliez de feu sacré. C'est l'étymologie du mot enthousiasme, cette énergie des dieux. Quel enthousiasme, quelle parole d'enthousiasme donneriez-vous à un jeune de 20 ans pour le sortir de ce marasme? Quel avenir français et européen lui dessineriez-vous ce soir? En moins d'une minute. Vous savez qu'il y a quelques mois de cela, j'ai lu un livre et je suis tombée sur un paragraphe et j'ai noté ce paragraphe et je voulais attendre d'avoir l'occasion de le lire parce que je l'ai trouvé magnifique et touchant. Et donc vous me donnez l'occasion de ce soir de pouvoir en parler puisque ce paragraphe est un mot d'espoir qui avait été donné par Solzhenitsyn au merveilleux Philippe de Villiers en 1990. Et donc, Philippe de Villiers rapporte ces mots, et je les cite. « Le gouffre s'ouvrira à la lumière. Il y aura des hommes qui se lèveront au nom de la vérité, au nom de la nature, au nom de la vie. Ils cacheront dans leurs pèlerines des petits manifestes de Revuznik. Ils exerceront leurs enfants à penser différemment, à remettre l'esprit au-dessus de la matière. Ils briseront la spirale du déclin du courage. Ainsi viendra l'éclosion des consciences dressées. Aujourd'hui, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. Alors ce que j'ai envie de dire à des jeunes de 20 ans, c'est qu'il ne tient qu'à vous d'être ces hommes-là
Et si vous avez envie d'être ces hommes-là à mes côtés, j'en serai d'autant plus fière. Merci Marion Maréchal pour cette belle conclusion.